Bienvenue au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Savez-vous que plus d'un tiers des crimes et délits commis en France sont traités par la gendarmerie nationale? Je m'appelle Yann Kermadec. Je suis commandant de gendarmerie. Je dirige une section de recherche dont la mission essentielle est une mission de police judiciaire. L'histoire que je vais vous raconter est une histoire vraie. Tous les faits sont réels et se sont déroulés en France. Seuls, les noms des personnes et des lieux ont été changés. Comme toutes les semaines, Milton Dankel se rend au bureau de poste pour expédier à son ex-femme le mandat de sa pension alimentaire. Mais aujourd'hui, le tableau d'affichage retient particulièrement son attention. En effet, les photos, faces et profils qui sont accrochés lui ressemblent d'une manière frappante. Pour en avoir le cœur net, Milton s'approche de plus près et il constate que l'homme est recherché par le FBI pour de nombreux délits. Attaque à main armée, hold-up, possession illégale d'armes à feu, transport de marchandises volées, voies de fait envers des représentants de la force publique, etc., etc. Une sacrée carte de visite. Cet avis de recherche concerne un certain Gérard Dinclerc. À la lecture du nom, Dankel sursaute et lâche un juron, puis il continue à lire. Âge, 34 ans, taille 1,85 m, cheveux châtain clair, yeux gris, signe particulier, une balafre en horizontale sur tout le front. Dankel s'arrête net et relit la fiche une seconde fois. Mis à part la balafre, cette description lui va comme un gant. Les photos ressemblent étrangement à celles de sa carte d'identité, photos qu'il s'était fait faire pour travailler au chantier naval de la ville. Puis Milton lit le numéro de sécurité sociale inscrit sur la fiche de Dinclerc. C'est le même numéro que celui figurant sur sa propre carte. Quel salaud! Marmonne Dankel. Puis il continue à lire la fiche. Antécédent, 2 arrestations dans le district de Columbia pour vol à main armée, 2 condamnations dont une de 5 ans. Attention, cet homme est dangereux. La fiche semble plutôt récente, remarque Milton, en voyant la date accolée à l'avis de recherche. Mais c'est seulement aujourd'hui qu'il la remarque. Soudain, Milton est envahi d'un drôle de sentiment, de culpabilité. Il s'assure que personne ne l'observe et, d'un geste rapide et précis, il arrache la fiche qu'il enfouit dans la poche de son pardessus. Puis, il va tranquillement jusqu'à la boîte aux lettres et y glisse le mandat pour son ex-épouse Agnès. En revenant chez lui, Milton est déprimé. D'abord, pour avoir encore une fois déboursé une grosse somme pour son ex-épouse, et puis cet avis de recherche qui lui brûle les poches. Il doit y en avoir dans tous les bureaux de poste du pays, et sa tête, ou tout au moins ce qui ressemble étrangement à sa tête, doit être fichée dans tous les commissariats. D'ailleurs, au croisement, il a nettement l'impression que l'agent qui règle la circulation le dévisage bizarrement. Milton relève instinctivement le col de son manteau. Arrivé chez lui, Milton accroche son pardessus à un clou dans le réduit qui lui sert d'entrée, enjambe le journal étalé par terre et ouvert à la page des petites annonces pour se diriger vers le réchaud à alcool sur lequel il pose la vieille bouilloire. Puis, il va chercher la fiche dans la poche de son pardessus et, d'un air rêveur, il la contemple, allongée sur son divan miteux. Quand a-t-il vu Gérard Dinclerc pour la dernière fois? Il y a environ 10 ans. Oui, c'était bien avant son malheureux mariage avec Agnès, 7 ans auparavant.
Milton, ce matin-là, est à la cafétéria. Il fait patiemment la queue avec son plateau. L'homme qui est devant lui l'intrigue. Il ne le voit que de dos, mais, comment dire, le contour de sa tête, ses oreilles, sa silhouette ont quelque chose de familier. Et puis quand l'homme dit « une double portion d'œufs brouillés », c'est le déclic. Cet homme a la même voix, la même allure que lui. Quand il voit son profil, Milton croit se voir et puis s'entendre. Et quand il commande à son tour une double portion d'œufs brouillés, là, c'est l'autre qui se retourne, ses yeux reflétant la plus grande surprise. À la cicatrice qu'il porte au front, Milton reconnaît son cousin. « Ça alors !» dit Gérard. « Ce bon vieux cousin Milton !»« C'est bien toi, Gérard ? » ?»« Eh, en chair et en os !»« Tu habites le quartier ? » ?»« Non, je fais que passer. Je suis dans les transports routiers, alors tu comprends. Je vais, je viens. » Oui. Aujourd'hui, Milton comprend, oui, avec ce qu'il vient d'apprendre. Gérard voulait sûrement parler de vol à main armée. En bavardant, Milton lui avait parlé de son job au chantier naval, et puis il se souvient aussi de la gêne de cette conversation, car les personnes qui y assistaient les regardaient, amusées par la troublante ressemblance. « Tu es marié ?» avait demandé Milton. « Fiancé !» avait répondu Gérard. « Bah, tu te souviens de Milty Davis, un sacré châssis, hein? Tu te souviens ?» Milton se souvenait très bien de Milty Davis. La bouilloire se met à siffler. Milton va préparer son thé. Milty Davis était un sacré beau brin de fille de 16 ans. Quel âge peut-elle bien avoir aujourd'hui ? 31 ? 32 ? Si elle est encore en vie, bien sûr. Mariée ou divorcée de ce... La sonnerie du téléphone interrompt sa rêverie. Milton regarde sa montre. 16h23. Qui peut bien l'appeler à cette heure-ci ? N'a pas envie de répondre. Néanmoins, à la 7e sonnerie, Milton décroche. « Monsieur Milton Dunkel ?» demande la voix d'une standardiste. « Oui, c'est moi. »« J'ai un appel pour vous en PCV, de Portland, dans le Maine. L'acceptez-vous ?»« De Portland ? » Non, surtout pas. Veuillez ne pas quitter, monsieur. » La voix de la préposée se fait un court instant lointaine, puis revient lui parler. « Votre correspondant annule le PCV, je vous passe la communication. »« Espèce de sale radin !» lance une voix nasillarde qui ne peut être que celle d'Agnès. « Dis-moi, Agnès, il n'y a rien dans notre convention de divorce qui stipule que je sois obligé de payer pour écouter tes sornettes. Je paye, au contraire, pour ne plus avoir à entendre le son de ta voix. Et n'oublie pas que c'est toi qui payes, alors dépêche-toi de me dire ce que tu veux. »« Mon mandat ?»« Ton mandat, il est parti ce matin. »« Ah bon? Tu m'envoies combien ?»« 25. »« Quoi? Tu te fiches de moi, Milton? Qu'est-ce que je peux faire avec ça? » ?»« Écoute-moi, Agnès, écoute-moi bien. Je suis sans travail depuis 4 mois. »« Mais en quoi? Tu touches des allocations de chômage, non? »« Non, plus maintenant. Maintenant, je fais autre chose. » Des hold-up, par exemple. Ah, très drôle, Agnès. Non, c'est pas drôle. Tu sais ce que j'ai vu à la poste l'autre jour? J'en croyais pas mes yeux. Une photo de toi, accompagnée d'un avis de recherche. Dommage que, finalement, c'était pas toi, puisqu'il s'appelle Gérard, et qu'il a une cicatrice sur le front. Mais je suis sûr que ce salopard est un parent à toi. C'est tout ce que t'avais à me dire, Agnès? Oui, c'est tout. Alors, salut. Et il raccroche. En allant à son travail ce soir-là, oui, car en fait, il a trouvé un job au motel Dollars, mais il a préféré ne pas en parler à Agnès. Milton, donc, en allant à son travail ce soir-là, ne peut s'empêcher de penser à son cousin Gérard, à tous ses week-ends et à ses vacances à Queensport chez ses grands-parents. Gérard lui a toujours été antipathique. Il était arrogant et vaniteux, alors que Milton, lui, était timide et maladroit. Gérard était le préféré de tout le monde. Avant qu'il ne vienne à Queensport, Milton considérait Milty Davis comme sa petite amie. Gérard, en arrivant, en avait décidé tout autrement. Les deux garçons s'étaient battus dans la grange pour les beaux yeux de Milty Davis.
Gérard tenait une faucille et menaçait Milton de lui trancher les mains, quand ce dernier vit un manche de bois qui dépassait d'une brouette. En geste de défense, Milton se servit de cette arme et il blessa Gérard au front. Milton pense à toute cette période de sa vie quand il pénètre dans le hall du motel Dollars. Edna, la comptable, est assise au bureau de réception. « Où est Charlie ?» demande Milton. « À la cafétéria. » répond-elle sèchement. « Ah, Monsieur Magruder veut vous voir immédiatement et vous attend dans son bureau. »« Ah bon? Vous savez pourquoi ?» demande Milton. « Non, non. » dit-elle. Milton la dévisage d'un air inquisiteur. Il se tourne et prend la direction du bureau directorial. Magruder a-t-il vu l'avis de recherche placardé à la poste? Bien sûr, c'est possible et même plus que probable. N'importe qui, même Agnès, l'avait bien remarqué. Que se passe-t-il? Tout le pays est-il déjà aux trousses de Milton? Vous le saurez dans quelques instants. Milton Dunkel est poursuivi par l'image de son cousin Gérard, un type dangereux et recherché qui n'a pas fini de lui causer des ennuis. Milton frappe discrètement à la porte. Une voix bourrue lui ordonne d'entrer. « Vous voulez me voir, monsieur Magruder ?»« Oui, monsieur Dunkel, pour vous signifier votre congé. Voilà !» dit le gros homme, avançant vers Milton une mince enveloppe. « Tout y est. Évidemment, pas d'indemnité et pas de préavis, n'est-ce pas? D'ailleurs, vous savez très bien pourquoi. Voilà. Et maintenant, fichez-moi le camp et que je ne vous revoie plus. »« Mais, monsieur, » dit Milton, « enfin, je ne vois pas, je ne comprends pas. »« Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous prie de ficher le camp d'ici au plus vite. » Milton prend l'enveloppe et sort du bureau, groggy. Milton cogite une dizaine de minutes sur la façon dont il va s'y prendre. Puis, il décroche le téléphone et demande M. Edward Davis à Queensport. Après quelques minutes d'attente, Milton entend une voix aigrelette à l'autre bout du récepteur. « Bonjour, madame. Êtes-vous madame Davis, la mère de Milty Davis ?»« Oui, c'est moi. Qui êtes-vous, monsieur ?»« Je suis Harris, George Harris. J'étais un camarade de classe de votre fille. Voilà, il va y avoir une réunion des anciens élèves le mois prochain. Nous espérions que Milty pourrait y assister. »« Ma fille n'habite plus ici, monsieur. Maintenant, elle vit à Stamford. »« Ah, et vous avez son adresse à Stamford, madame, s'il vous plaît ?»« Non, je n'ai que son téléphone. Attendez une minute, je vais vous le donner. » La vieille dame énumère consciencieusement le numéro de téléphone, puis ajoute « Quand vous l'aurez au bout du fil, dites-lui donc de venir nous voir un de ces jours. »« Je n'y manquerai pas, madame. Merci. Au revoir, madame. » Milton appelle une nouvelle fois le standard et demande le numéro de Milty Davis à Stamford. La sonnerie se fait entendre un long moment. L'opératrice est en train d'annoncer à Milton que personne ne répond quand une voix d'homme décroche enfin. « Ouais, qu'est-ce que c'est ?» dit une voix peu aimable. « Bonjour, monsieur, je voudrais parler à mademoiselle Davis, s'il vous plaît. »« Elle est pas là, elle bosse dans la journée, » dit l'homme en raccrochant. Milton compose alors le numéro de l'interurbain et demande l'adresse correspondant au numéro qu'il vient d'appeler, pratique courante aux États-Unis. Il l'obtient sans difficulté. 2 heures plus tard, Milton est dans l'autobus direction Stamford. Il emporte une vieille valise. Dedans, une chemise et un revolver qu'un prêteur sur gage lui a échangé contre sa télé. Il n'a jamais eu d'arme à feu auparavant, mais ce calibre 32 le rassure en quelque sorte. Milton est persuadé qu'il va en avoir besoin. Pendant le trajet,
Milton se sent de plus en plus léger. Il se dit qu'enfin il va se libérer de cet énorme fardeau qui l'empêche de vivre depuis trop longtemps. À travers la vitre, il admire les paysages enneigés, le cœur gonflé d'espoir. Quand il aura réglé cette affaire, tout ira bien. En posant le pied sur le sol de Stamford, Milton se sent parfaitement bien. Il prend un taxi et se fait conduire chez Milty Davis. Un quartier pauvre, une maison en bois délabrée au milieu d'autres maisons en bois délabrées. La façade est peinte en jaune canari. Sur une pancarte fixée à la porte d'entrée, on peut lire « Chambre meublée à louer ». Milton sonne plusieurs fois avant de voir apparaître un souillon aux yeux délavés qui, il y a très longtemps, avait dû être une femme. « Y a pas de chambre de libre !» annonce-t-elle, l'haleine parfumée à la bière. « Je ne veux pas de chambre, madame, je cherche Milty Davis. »« Oh, fallait le dire, vous avez l'heure. » « 15h45, pourquoi ?»« Parce qu'elle quitte son boulot à 15h, voilà pourquoi. »« Ah bon, alors elle ne va pas tarder. »« Mais elle sera là dans quelques heures. » ajoute le souillon. Pour le moment, elle doit être chez Friard. C'est pas loin. Vous prenez par là, à gauche, c'est le premier bistrot du coin. Vous pouvez pas vous tromper. Le Friard pue le sordide et l'alcool rance. Sur 3 tabourets, 3 types noient leur chagrin. Le barman, appuyé sur le comptoir, regarde un match de baseball à la télé. Toutes les tables sont dans la pénombre. Milton s'avance dans cette direction. Soudain, dans son dos, il entend « Ah, mon Dieu, c'est pas possible !» Milton se retourne et, dans la demi-obscurité, il voit une silhouette qui se lève et qui s'approche de lui. La femme le regarde hébétée. « Milty Davis ?» demande Milton, lui aussi sous le choc. « Ah, mon Dieu !» répète la femme. « Gérard, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? C'est pas possible, c'est pas croyable. » « Non, je ne suis pas Gérard, je suis Milton. Tu te souviens de moi, Milty? Je suis Milton Dunkel. » La silhouette s'affaisse et semble se recroqueviller d'un seul coup. « Je peux m'asseoir ?» demande Milton. Pas de réponse. Il s'installe en face de Milty. Grâce à la lumière de l'abat-jour, il distingue mieux ses traits. Ses yeux, autrefois pétillants, sont à présent vides et cernés. Le modelé de son visage est flasque et gras, le tout est couronné d'une tignasse rousse. Il ne reste rien, absolument rien, de la belle jeune fille d'autrefois. « Je dois avoir ma dose, » dit-elle. « V'là que j'ai des hallucinations. » Non, Milty. C'est bien Milton qui est devant toi, et pas Gérard. Milton sort l'avis de recherche de sa poche. « Regarde, Milty, regarde, ça c'est Gérard, » dit-il en pointant le doigt sur l'affiche. Non, c'est vrai qu'on se ressemble beaucoup, mais regarde là, il a une cicatrice au front, hein? Pas moi. Milty fixe l'avis de recherche d'un œil absent. « Tu te souviens, Gérard, l'année dernière, l'opération avait drôlement bien réussi, hein? Pouf! Pute balafre! Ah ça, tu les as possédés jusqu'au trognon, hein? Et puis, quand tu t'es fait brûler le bout des doigts pour effacer tes empreintes, c'était fort, hein? C'est ce qu'on voulait, pas vrai? Seulement, on n'en a jamais profité. » Mais qu'est-ce que c'est que ces salades, Milty? Hein? Je te reconnais bien là, hein? Toujours aussi lâche, Gérard. Mais je ne suis pas Gérard, je suis Milton! Milton est mort, répond-elle en levant son verre. Non, Milty, non, Milton n'est pas mort, il est assis en face de toi. Maintenant, veux-tu me dire où se trouve Gérard? Hein? Il faut que je le retrouve à tout prix.
Si tu veux vraiment retrouver Gérard, mon chou, si tu veux vraiment retrouver cet enfant de salaud, va faire un tour au cimetière de Red Bank, New Jersey. Tu le trouveras. Milty, tu veux dire qu'il est mort? Oui, mort et enterré, il y a plus de 7 mois. Voilà, c'est pour ça que personne n'a jamais réussi à lui mettre le grappin dessus. Gérard a tout prévu. T'es vraiment fortiche, Gérard. Mais puisque je te dis que je ne suis pas Gérard, je suis Milton Dunkel. Écoute-moi bien, mon chou. Sur la pierre tombale, on peut lire C.J. Milton Dunkel. C'est ça qui est écrit en toutes lettres. Va vérifier toi-même si tu me crois pas. Tu peux aussi aller consulter l'acte de décès si ça te chante. Je le sais bien puisque j'ai tout fait comme il m'a dit. Avant de mourir, ce salopard trouvait sa petite mise en scène plutôt marrante. Le rimel coule sur les joues de Milty. Milton la regarde, amer. Puis il replie la fiche. Ainsi, Milton Dunkel est mort. Et Gérard Dinclair continue à vivre. Comme dans un mauvais rêve, Milton se lève péniblement. « Hé, où tu vas, mon chou ?» demande Milty. J'ai affaire. Au fait, il faudrait qu'un de ces jours tu passes à Queensport, voir ta vieille. Je t'en supplie, Gérard, me quitte pas, ne pars pas. Adieu, Milty. Je n'ai pas le choix. Dehors, le froid est sec et pénétrant. Milton relève le col de son manteau, fourre les mains dans ses poches et se dirige vers l'arrêt des autobus, tout en repensant à tout ce qui, jusqu'à ce jour, le poursuivait sans qu'il le sache. Le FBI, tous les flics du pays, Agnès, sa pension, son avocate, les juges, les huissiers. Finalement, se dit-il, il vaut peut-être mieux être recherché par tout le monde qu'être ignoré de tout le monde. Il caressa amoureusement la crosse de son P-32. Une nouvelle vie commençait pour lui. Vous venez d'écouter Au cœur du crime, un podcast issu des archives d'Europe 1. Réalisation, Julien Tarot. Production, Romy Azoulay. Patrimoine sonore, Sylvaine Denis, Laetitia Casanova et Antoine Reclus. Promotion, Marie Corpet. Au cœur du crime est disponible sur le site et l'appli Europe 1. Écoutez aussi l'épisode suivant en vous abonnant gratuitement sur votre plateforme d'écoute.